L'intelligence artificielle, ça avance tellement vite, là. C'est fou. Ah oui. On passe à ChatGPT fin 2022, puis depuis, ça déroule, hein? Ben oui, c'est exponentiel. On entend parler, mettons, d'IA qui performe aux Olympiades de maths, Oui. qui décuple la productivité. C'est majeur. Puis même le grand patron d'OpenAI qui dit personne ne sait ce qui va arriver, ça résume bien l'ambiance. Tu sais. C'est exactement ça. Il y a comme un mélange de fascination puis d'inquiétude en même temps. Une technologie avec un potentiel, immense. Oui, automatiser, être plus productif, accès au savoir, tout ça. Exact. Mais de l'autre côté, là, il y a les grosses questions. L'impact sur le travail, l'équité, les biais, les risques pour la société. C'est énorme. C'est justement là-dessus qu'on voulait se pencher aujourd'hui. On a regardé différentes choses. Oui. Un rapport de l'Institut Montaigne sur les biais, puis les réflexions du Conseil de l'innovation du Québec sur l'IA puis le travail. Il y a aussi des exemples d'automatisation d'Aurora Synergie, puis le point de vue du PDG d'OpenAI qui est quand même au cœur de la machine. Notre objectif, là, c'est d'essayer de voir un peu plus clair. Comprendre comment l'IA nous impacte déjà, puis comment ça pourrait continuer. Surtout sur le travail puis ces fameux biais dans les algorithmes. C'est central comme enjeu. Bon, commençons par cette idée de révolution. La vitesse, là, c'est concret quand on regarde les exemples. Ah oui, le PDG d'OpenAI, il donne des chiffres assez frappants. Des programmeurs qui se sentent genre 10 fois plus productifs. 10 fois? Oui. Ou une tâche domotique apparemment compliquée qui prendrait genre 5 minutes au lieu de plusieurs jours avant. C'est ce genre de saut qualitatif, là. Ça fait penser à quoi comme changement? Il compare ça au transistor, j'ai lu, plus qu'Internet même. C'est intéressant, ça. Oui, l'analogie est bonne. L'idée, c'est moins le côté spectaculaire immédiat d'Internet que l'intégration profonde. Le transistor, tu sais, on le voit plus, mais il est partout. Il a rendu le calcul abordable, finalement. Exactement. Puis ça a tout changé économiquement. L'idée, c'est que l'IA pourrait devenir ça, une couche de base qu'on s'attend à trouver partout, une commodité. L'intelligence trop bon marché pour être comptée, comme il dit, avec des coûts qui baissent de façon drastique année après année. C'est la prédiction, oui. Un facteur 10 par an, c'est énorme. Puis on la voit déjà s'installer, cette automatisation. Ben oui, partout. Les processus administratifs, là, ce qu'on appelle le RPA. Ah oui, l'automatisation robotisée des processus, les logiciels qui cliquent à notre place, là. C'est ça, pour la gestion de documents, les ressources humaines, les tâches répétitives. Mais ça va bien au-delà des bureaux. Comme quoi? La chaîne logistique. Pense à l'optimisation des stocks, la prévision de la demande, la gestion des livraisons. IBM Watson fait ça, par exemple. Le service client aussi, j'imagine, avec les chatbots. Oui, 24/7. Sephora, H&M, plein d'entreprises utilisent ça. Puis le marketing, ultra personnalisé. HubSpot, Marketo, ces plateformes analysent nos données pour cibler les pubs, les offres. Et l'analyse de données massives, évidemment, c'est là que l'IA excelle. Absolument. C'est un de ses points forts. Mais il y a un potentiel intéressant aussi mentionné par le Conseil de l'innovation pour démocratiser certains services. Oui, c'est un point important. Pense à l'accès à des diagnostics médicaux, par exemple, même à distance. Ça pourrait rendre certains services de santé plus accessibles puis moins chers. Le potentiel est là, c'est sûr. Mais si on revient au monde du travail, au-delà de juste remplacer des tâches, est-ce que ça peut vraiment améliorer notre travail? C'est la grosse question. Le Conseil de l'innovation du Québec pense que oui, mais il y a des conditions. L'idée, c'est quoi? Que l'IA fasse le travail plate? En partie, oui. Automatiser le routinier, le répétitif, pour nous libérer du temps pour des tâches qui demandent plus de jugement, de créativité, de relations humaines. Ça peut aussi augmenter nos capacités, non? Comme aider un codeur ou un graphiste. Exactement. Aller plus vite, explorer plus d'idées. C'est l'IA comme assistante qui augmente le potentiel humain. Le Conseil parle aussi de préserver les savoirs. Avec les départs à la retraite, l'IA pourrait comme capter l'expertise. C'est une piste explorée, oui. Des systèmes qui apprennent des experts pour ensuite guider les nouveaux. C'est intéressant comme idée. Il cite Moderna aussi. Ah oui, pour le vaccin COVID. L'IA a aidé à accélérer la recherche sur les protéines. C'est un bon exemple d'augmentation de la capacité de recherche. L'Institut Montaigne, eux, donnent des exemples où l'IA pourrait être plus objective. C'est contre-intuitif un peu. Ben oui. Dans le recrutement, par exemple, un algorithme pourrait en théorie se concentrer sur les compétences puis éviter les biais inconscients liés à un nom, une école. Un CV anonyme, mais version algorithmique. Genre. Ou dans l'immobilier, évaluer un dossier de location de façon plus neutre. Même en justice, là, bon, il y a eu des controverses comme Compass aux US. Oui,
pour évaluer le risque de récidive. Ça avait fait jaser. Exactement, mais l'idée théorique derrière, c'est d'apporter une forme d'objectivité statistique. Mais est-ce que cette objectivité machine, c'est pas un peu une illusion parfois? On comprend pas toujours comment ça marche, ces affaires-là. Une boîte noire. C'est une excellente question, puis ça nous amène direct au défi. Parce que cette transformation, elle n'est pas sans douleur. Le marché du travail bouge, ça c'est clair, tout le monde le dit. Oui, du Conseil de l'innovation, au PDG d'OpenAI, des métiers qui changent, d'autres qui disparaissent, puis des nouveaux qui apparaissent, le fameux ingénieur de requête. Prompt engineer, oui. Puis ce qui est frappant, c'est que ça touche plus juste le manuel. L'IA générative, elle s'attaque au cognitif, à la création, à l'analyse. Les industries créatives, le service client, la communication, l'enseignement, c'est large, très large. Puis la grande inconnue, c'est le bilan net. Est-ce qu'on va avoir du chômage techno-massif ou est-ce que plein de nouvelles jobs vont apparaître? Honnêtement, personne n'a la réponse ferme. Puis les nouvelles jobs liés à l'IA, comme les travailleurs du clic ou les modérateurs, sont pas toujours roses non plus, hein? Le Conseil le souligne. Non, souvent c'est précaire, mal payé, peu encadré. C'est l'autre côté de la médaille. Ça m'amène à un autre point crucial, soulevé par l'Institut Montaigne, le fonctionnement même de ces algorithmes. Des fois, les résultats sont, disons, problématiques. C'est un défi majeur, oui. Le rapport explique bien comment les algos, en apprenant sur nos données de société, ils peuvent finir par reproduire nos propres biais. Voire les amplifier. Exactement. Reproduire puis même amplifier des inégalités, des stéréotypes qui existent déjà. Les cartes photo Kodak, les Shirley Cards, calibrées pour les peaux blanches. Oui, ça rendait difficile de bien exposer les peaux plus foncées. C'est un exemple classique de biais intégré dans la technologie elle-même. Puis la reconnaissance faciale. Ah oui, ça aussi. Une étude du NIST aux États-Unis, c'est la référence, a montré que certains systèmes étaient beaucoup moins précis pour les personnes asiatiques ou afro-américaines. Des taux d'erreur 10, 100 fois plus élevés parfois. C'est énorme. Souvent à cause des données d'entraînement, j'imagine, pas assez diversifiées. C'est souvent ça, oui. La qualité puis la représentativité des données, c'est crucial. Ce que dit l'Institut Montaigne aussi, c'est que définir un algorithme juste, c'est hyper complexe. Ça dépend de nos valeurs, puis même mathématiquement, des fois, c'est impossible d'être juste pour tout le monde en même temps. Exactement. Équité individuelle versus équité de groupe, par exemple. C'est pas toujours compatible. C'est un vrai casse-tête à la fois technique puis sociétal. L'Institut distingue d'ailleurs les biais plus techniques, liés aux données, puis les biais qui reflètent vraiment nos préjugés de société. Puis l'approche n'est pas la même partout. En Europe, avec le RGPD, on est plus strict sur les données qu'aux États-Unis, par exemple. Oui, le contexte légal joue beaucoup. Alors, comment on fait pour réduire ces risques de biais? L'Institut Montaigne parle d'équité active. C'est quoi ça, simplement? L'idée est un peu à contre-courant. Au lieu d'essayer d'ignorer complètement les infos sensibles, comme le genre ou l'origine, ce qui ne marche pas toujours, car l'IA peut les deviner indirectement. Ah oui? Oui. Alors, l'équité active propose d'utiliser ces infos, mais de façon hyper contrôlée puis limitée. Pas pour décider, mais juste pour tester l'algorithme, pour vérifier activement qu'il ne désavantage pas certains groupes systématiquement. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination dans les résultats, finalement. C'est un peu ça, oui. Une manière d'essayer de mesurer et de corriger les impacts discriminatoires. Mais ça demande une gouvernance très stricte de ces données sensibles, évidemment. C'est clair. Si on regarde au-delà des biens intrinsèques, il y a d'autres risques liés à l'IA au travail. Le Conseil de l'innovation en parle. Oui, plusieurs. L'intensification du travail, par exemple. L'IA optimise les cadences, puis ça peut mettre une pression énorme sur les travailleurs. On l'a vu dans certains entrepôts, mettons. La perte d'autonomie aussi, le sentiment de devenir juste un exécutant pour la machine. Exact. Puis la perte de sens au travail qui peut venir avec. Le risque de déqualification aussi, si on n'utilise plus notre jugement critique parce que l'IA décide de tout. Sans parler de la surveillance, que les outils d'analyse deviennent des outils de flicage. C'est une crainte très présente, oui. Puis ça a été au cœur de certaines grèves, notamment aux États-Unis, le contrôle sur comment l'IA est utilisée. Puis il y a des risques plus larges pour la société. Ceux qui font peur. Le PDG d'OpenAI est assez direct là-dessus. Hein? Oui, il parle de fraude massive. Le clonage de voix pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça fait froid dans le dos. Il dit que nos méthodes pour prouver qui on est sont déjà presque dépassées. C'est ce qu'il avance.
Et il alerte aussi sur l'utilisation malveillante de l'IA des États ou d'autres groupes qui pourraient utiliser l'IA pour créer des armes biologiques plus facilement ou lancer des cyberattaques dévastatrices. Infrastructure critique, système financier, c'est sérieux. C'est des scénarios sombres, mais il pense qu'il faut les envisager pour s'y préparer. Il parle même de perte de contrôle, genre science-fiction. Il l'évoque, oui, mais aussi des dérives plus subtiles, comme devenir trop dépendant de l'IA pour prendre des décisions, au point de perdre notre propre capacité à juger. Un peu comme les joueurs d'échecs après Deep Blue qui jouent différemment. C'est un peu ça l'idée, une atrophie de notre jugement critique si on délègue trop sans comprendre. Même sans catastrophe, une société qui dépend de systèmes qu'elle maîtrise plus tout à fait, ça peut déraper accidentellement. Devant tous ces risques, le mot qui revient tout le temps, c'est responsabilité. Mais ça veut dire quoi concrètement une IA responsable? Mais il y a plusieurs pistes. La transparence déjà. Savoir comment l'algo fonctionne, quand c'est possible. Faire des audits réguliers, surtout pour des systèmes critiques. Santé, justice, emploi. Des labels, des certifications peut-être? Oui, l'Institut Montaigne et la Commission européenne insistent là-dessus, pour donner confiance, pour indiquer un certain niveau de fiabilité et d'éthique. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Les PME au Québec, par exemple, le Conseil de l'innovation dit qu'elles n'ont pas tous les moyens ou l'expertise pour ça. Non, c'est un vrai défi. Il faut de l'accompagnement. Côté loi, l'Institut Montaigne rappelle qu'on a déjà des outils. Les lois antidiscrimination, la protection des données. Le RGPD en Europe, nos lois ici. Exact. Le défi, c'est de les appliquer efficacement à l'IA. Puis ça demande des ressources que les régulateurs, comme la CNIL en France, n'ont pas toujours. Le Conseil de l'innovation, lui, pense qu'il faut moderniser le droit du travail au Québec. Puis l'Institut Montaigne suggère une approche par secteur plutôt qu'une grosse loi sur les biais pour tout. Oui. Adapter la réponse au contexte santé, banque, etc., ça semble plus pertinent. Trouver le juste équilibre entre encadrer puis pas freiner l'innovation, c'est ça le défi. Ce qui nous amène à la question de comment on se prépare à tout ça, individuellement, collectivement. La formation, ça revient tout le temps. C'est le point de convergence, oui. Un besoin énorme de formation, de requalification. Pas juste pour les experts en IA, là. Faut améliorer la littératie numérique de tout le monde. Oui, dès l'école primaire. On cite la Finlande ou l'initiative Objectif IA ici au Québec. Comprendre les bases, les enjeux. Puis les compétences clés, c'est quoi? Au-delà de savoir coder. C'est beaucoup les compétences transversales, le jugement critique, la créativité, savoir travailler avec l'IA, comprendre l'éthique, la responsabilité. L'Institut Montaigne ajoute aussi l'importance de la diversité dans les équipes qui développent l'IA. Pour éviter de reproduire les mêmes biais. Exactement. Avoir différents points de vue dès le départ. Le système d'éducation doit s'adapter aussi. J'ai bien aimé l'analogie du PDG d'OpenAI avec la calculatrice ou Google. Quand l'outil change, faut changer comment on évalue. Ben oui, il faut attendre plus des étudiants parce qu'ils ont accès à plus de puissance. Le Conseil de l'innovation, lui, rêve d'une politique nationale de formation continue au Québec. Inspiré de l'Allemagne, peut-être? Apprendre tout au long de la carrière. C'est une idée. Puis surtout, il insiste sur le dialogue social. Il faut que tout le monde se parle. Travailleurs, employeurs, syndicats, formateurs. Pour construire l'avenir ensemble. Il y a quand même une note d'optimisme à la fin de cette section, l'IA comme outil d'égalisation pour les pays en développement. Oui, le PDG d'OpenAI le mentionne. Donner accès à des services, comme des conseils médicaux ou financiers, qui étaient inaccessibles avant. C'est un potentiel important aussi. Bon, si on essaie de résumer tout ça, c'est vertigineux. D'un côté, une puissance technologique incroyable, des promesses de gains énormes, d'efficacité, d'accès au savoir. Oui, le potentiel est fou. Mais de l'autre côté, les défis sont tout aussi grands. La transformation du travail, les risques de chômage, les biais, l'équité. Le fonctionnement opaque des algorithmes parfois, les risques de fraude, de mauvaise utilisation, puis cette question de contrôle, d'autonomie. C'est exactement ça. L'attention, maximiser les bénéfices, minimiser les risques. C'est facile à dire. Ce qui nous laisse avec une grosse question pour finir, non? Si on accepte qu'on ne sait pas exactement où ça s'en va, cette affaire-là, puis que l'idée d'une équité parfaite universelle, c'est peut-être un idéal inaccessible pour un algorithme, ouais. Comment on fait nos choix comme société? Comment on arbitre entre innover à toute vitesse, chercher une justice sociale, puis garder le contrôle? Au-delà des lois, là, est-ce qu'il y a des choix plus au quotidien? Dans une entreprise, une équipe, même pour nous individuellement. Quels seraient les petits gestes, les décisions au jour le jour qui pourraient faire pencher la balance du bon côté pour que l'IA nous serve vraiment de façon responsable et bénéfique? Vaste question, effectivement. De quoi continuer à y penser longtemps après notre discussion?